Le site d'Ashara-Terka se trouve en Mésopotamie du Nord, sur la rive droite de l'Euphrate, à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de Mari. Il a livré des textes cunéiformes d'époque paléo-babylonienne qui complètent de façon intéressante les archives provenant des autres sites de la région. Le site présente de prime abord des caractéristiques qui le rendent peu propice à des fouilles archéologiques extensives et planifiées en raison de la présence sur la plus grande partie de sa surface d'une occupation moderne importante, comme le montre le plan du cadastre. Il s'agissait au XVIIIe siècle de notre ère, lors des premières visites d'archéologues, d'un petit village qui s'est ensuite transformé en ville, occupant maintenant toute la largeur de la vallée. Le Tel n'est plus qu'un des quartiers de cette ville, mais il est toujours aussi densément peuplé. Par ailleurs, les géomorphologues qui ont examiné le site sont d'accord pour estimer qu'il a été coupé par l'Euphrate, sans doute à 2 reprises en raison d'un déplacement du cours du fleuve. Et on peut donc estimer à 30 à 50% du site, que 30 à 50% du site a été détruit par cette érosion naturelle et que le centre de la ville antique se trouvait approximativement sur le flanc est du Tel actuel, là où nous avons implanté notre chantier E. En outre, une grande partie du principal espace libre de construction moderne a été malheureusement pour nous aménagé en jardin public, où il est impossible d'organiser une fouille régulière. Dans ce secteur, les fouilles se sont donc concentrées sur les espaces nord et sud, au nord et au sud du jardin public, nos chantiers A et F. Le bord de la falaise, surplombant l'Euphrate, étant occupé par une rue, espace public sans propriétaire, d'après le cadastre moderne, il a été possible d'y implanter, avec l'accord de la municipalité, aussi des chantiers, mais à condition de ne pas mettre en péril les constructions voisines. Ce sont nos chantiers B, C et E. C'est sans doute grâce à l'importante présence humaine sur le site qu'il a attiré les premiers archéologues. En effet, c'est en construisant leurs maisons et en creusant pour différentes raisons sous la surface que les villageois ont découvert des documents épigraphiques qui seront proposés, offerts ou vendus aux voyageurs étrangers dès le XIXe siècle. C'est ainsi que parvint en France le premier document cunéiforme venant du Moyen-Euphrate, publié par Thureau d'Angin en 1897. Mentionnant Terka et le royaume de Hana, il enregistrait le texte d'un contrat daté du règne d'Isharlim, fils d'Idinkaka, roi du pays de Hana. Dans les années suivantes, plusieurs documents du même type parvinrent en Europe, mais aussi des fragments d'inscriptions royales. En 1908, un fragment d'une inscription du roi de Haute-Mésopotamie, Samsiadou, commémorant la construction à Terka d'un temple dédié à Shamash, a assuré définitivement l'identité du village moderne d'Ashara avec le site antique de Terka. En 1914, Herzfeld a publié un fragment de tablette portant l'inscription de fondation commémorant la construction d'une glacière à l'époque de Zimrilim de Mari. Et vous verrez que c'est une histoire qui a des suites. Ashara-Terka apparaissait donc alors comme le site du Moyen-Euphrate le plus susceptible d'apporter une documentation nouvelle sur les périodes pré-islamiques dans cette région. Et c'est dans cet esprit que Thureau d'Angin et Dorme, à l'occasion d'un voyage en Syrie en 1923, ont décidé de faire une première fouille sur le site où ils espéraient trouver de nouvelles tablettes. Une fouille trop rapide ne leur permit de découvrir aucune tablette, mais ils purent au moins, ce qui est très utile, établir une première évaluation de la séquence stratigraphique et récolter, hors fouille, une petite collection de documents paléo-babyloniens trouvés par les habitants de la ville. Et ces documents seront publiés l'année suivante dans la revue Syria. Quelques années plus tard, les fouilles de Mari confirmèrent l'importance de Terka, et quelques découvertes fortuites continuèrent à être faites sur le site, comme celle d'une seconde tablette provenant des fondations de la glacière, publiée en 1947 par Nouguerol. C'est à partir de 1975 que des fouilles régulières furent à nouveau organisées à Tel Ashara-Terka par une mission américaine
dirigée par Giorgio et Merlin Buccellati de l'Université de Californie Los Angeles, à laquelle j'ai participé depuis le début. La fouille passa sous responsabilité scientifique française à partir de 1987, 10e saison, et les travaux de terrain furent suspendus à Terca en 2009, 29e saison, et n'ont pas pu reprendre depuis en raison de la guerre civile. Mais des documents épigraphiques ont été découverts pendant presque chaque saison de fouille, mais en quantité très irrégulière, souvent malheureusement dans des contextes de destruction et de remblai, mais parfois aussi dans des contextes d'utilisation. Les périodes concernant le paléo-babylonien sont marquées en noir sur la diapositive. Les documents les plus anciens datent de l'époque dite Shakanaku récente ou tardive, vers 1900 avant notre ère, juste avant la réforme de l'écriture par Yarlunim de Marie. Le premier document Shakanaku de Terca a été trouvé en surface au début des fouilles par Giorgio Buccellati, mais tous les autres ont été retrouvés dans le chantier F, dans des remplissages entre le niveau de destruction Shakanaku ancien, avec pour certains des restes de tombes monumentales, et la reconstruction, les niveaux de reconstruction d'un bâtiment datant de l'époque royale, des archives royales de Marie. Le niveau d'utilisation de ces documents a donc disparu la plupart du temps. On compte pour cette époque 26 documents complets, dont une dizaine publiés à ce jour, et une dizaine de fragments. Une quinzaine sont des documents administratifs, liste de noms de personnes, bordereaux de livraison d'objets ou denrées diverses, mais la catégorie des textes juridiques est aussi représentée avec un partage d'héritage, un contrat d'adoption et des transactions immobilières. J'ai donné une première évaluation de cette documentation dans l'article des mélanges offerts à Henri Limet. Et une dizaine de ces documents ont été publiés, je les ai publiés dans le Terca Final Reports numéro 2. Un des plus beaux documents de cette époque est un contrat avec son enveloppe, encore inédit lui, mais qui a été utilisé et intégré par Laurent Colin-Distria dans sa thèse. Il en cite aussi un passage dans un de ses articles récents, dont vous avez la référence sur cette diapositive, sur l'évolution des traditions culturelles dans la vallée du Moyen-Euphrate à cette époque. Il s'agit d'un contrat de partage de patrimoine avec toutes les caractéristiques de cette époque, et en particulier les signes et formes grammaticales de type ancien, ainsi que la clause mentionnant le repas cérémoniel. Ils ont mangé du pain, bu de la bière et se sont oints d'huile dans la maison d'un tel, etc. D'autres contrats concernent des transactions immobilières comme TQ 1511, aussi utilisé par Colin Distria dans sa thèse, et qui concernent la vente d'un champ avec la même clause de repas cérémoniel. Les textes de l'époque suivante, ça n'est pas passé, voilà. Les textes de l'époque suivante sont beaucoup plus nombreux. Par commodité, j'appellerai la période qui va du règne de Yarlunim après la réforme de l'écriture jusqu'à celui de Zimri-Lim, je l'appellerai époque des archives royales de Marie, tout simplement. On peut compter pour cette période, pour cette époque, un total de 332 objets inscrits, 151 tablettes, 161 fragments de tablettes, 3 fragments d'enveloppe et 17 seulement inscrits. Un texte se place à la charnière entre la tradition Shakanaku, la tradition écrite Shakanaku, et celle illustrée par les archives royales de Marie. Il s'agit du texte Terca 9.4 que j'ai publié dans le second volume des Terca Final Reports, et qui, tout en montrant une paléographie et des caractéristiques grammaticales de type Mariotte, reste Shakanaku du point de vue du formulaire juridique. Il n'est pas daté, comme le veut la tradition Shakanaku, mais comme il mentionne Yarlunim dans la formule de serment, il doit très probablement avoir été rédigé sous son règne. Les documents
de l'époque des archives de Marie viennent presque tous du chantier F et sont associés au grand bâtiment administratif qui fonctionnait sans doute comme une partie ou une annexe du palais. Les contextes archéologiques sont très variés. Une bonne partie de ces textes provient de niveaux de remplissage entre différentes phases de construction ou de restauration du grand bâtiment, ou bien ils ont été remontés lors du creusement de tombes ou de fosses plus récentes. Toutefois, quelques groupes de textes de cette époque ont été retrouvés dans des contextes intéressants. Giorgio Buccellati a proposé d'identifier en 1983, 8e saison, un poste de travail de scribe entouré de tablettes, dont certaines encore non inscrites, et de fragments avec une jarre contenant, à côté du poste de travail, une jarre contenant de l'argile à tablette. Il s'agissait principalement de documents administratifs, enfin, en ce qui concerne les documents qui ont été trouvés autour, mais plusieurs autres étaient de type scolaire. Et une des tablettes retrouvées dans le secteur nous a livré le texte littéraire en émessal, le seul connu à Terka, texte sumérien, Terka 8.24, qui a été publié dans les Terka Final Reports 2 avec une transcription établie et contrôlée par Antoine Cavigno. D'autres textes scolaires ont été retrouvés dans plusieurs secteurs différents du bâtiment, mais dans des contextes de remplissage ou dans des fosses intrusives. Par exemple, le fragment de paradigme grammatical donnant la conjugaison du verbe alakum, publié dans les Terka Final Reports 2, Terka 8.17, n'a pas été retrouvé à côté du poste de travail de scribe, mais dans la rue, à plusieurs mètres de là. Le poste de travail lui-même, que nous avons continué à fouiller pendant les saisons suivantes, semble avoir connu une existence assez longue, ayant été reconstruit plusieurs fois et ayant même survécu à des modifications architecturales dans son environnement. Par ailleurs, deux documents retrouvés dans le même secteur du chantier F mentionnent Kibri Dagan, le gouverneur mariote de Terka. Terka 7.10 est adressé au gouverneur et Terka 8.5 enregistre une décision de justice rendue par le gouverneur. Nous sommes donc bien là dans les bureaux dépendants du palais de Terka ou de la résidence du gouverneur. Les textes juridiques de cette époque, outre celui mentionnant Kibri Dagan, sont aussi représentés par un contrat de partage d'héritage, plusieurs contrats de prêt d'argent et quelques fragments de contrats de vente immobilière, dont un daté de l'époque où Sumuyamam est monté sur le trône. Quant aux 7 fragments de tablettes, vous voyez, on en a trouvé d'autres. Il y en avait déjà 2 qui ont été trouvés avant les fouilles, et 5 autres sont sortis du chantier F. Ces tablettes de fondation de la glacière à Terka, à l'époque de Zemrilim, 3 ont été retrouvées à la surface du tel. Elles étaient remontées lors de différents événements. 3 autres étaient en différents points du chantier F, mais dans des contextes très perturbés. Et un a même été retrouvé dans un niveau très récent du chantier C. Cette dispersion témoigne certainement des bouleversements provoqués par les travaux de nivellement et de reconstruction dans toute cette partie du site, mais en tout cas, on peut supposer, grâce à cette localisation générale, que cette fameuse glacière, le Bichuripim, la maison de la glace, devait se trouver dans ce quartier, peut-être entre le chantier C et le chantier F, dans un espace actuellement couvert par des maisons modernes. Mais l'originalité principale de la documentation de Terka, c'est de nous donner des informations assez détaillées sur la période qui suit la destruction de Marie par Hammurabi de Babylone, que nous appelons période de Hana. La première partie, Hana 1, correspond à l'époque paléo-babylonienne. Après la destruction de Marie, Terka a remplacé l'ancienne capitale comme métropole d'un nouveau royaume du Moyen-Euphrate qui prend son indépendance assez rapidement vis-à-vis du voisin babylonien, tout en lui restant très proche, comme vous le verrez. La suite de cet exposé concernera donc essentiellement les textes de cette époque, de Hana 1 paléo-babylonienne, mais pour satisfaire peut-être votre légitime curiosité, j'ajouterai entre parenthèses
quelques informations concernant les textes Rana II post-paléo-babyloniens. Comme indiqué dans cette dispositive, nous disposons à ce jour de 88 textes d'époque Rana I paléo-babylonienne, dont 49 sont publiés. Les textes dont la publication est encore en préparation ont fait l'objet de rapports plus ou moins détaillés, vous voyez quelques-uns cités là, concernant leur nature et leur datation, et évidemment l'édition finale de ces textes est une de mes priorités. En ce qui concerne le contexte archéologique de ces documents, il est évidemment inconnu pour les 11 tablettes de la période Rana I trouvées et publiées avant le début des fouilles régulières. Certains d'entre eux ont été republiés par Amanda Polanyi dans son livre The Land of Rana, publié en 2002, et dans divers de ses articles. C'est dans le chantier C, sur le bord de la falaise surplombant l'Euphrate, qu'a été faite la première trouvaille importante pour cette période, dans la maison de Puzurum. J'ai publié ces documents dans le premier volume des Terca Final Reports. Dans l'introduction de ce volume, Giorgio Buccellati a proposé une analyse du processus de déposition de ces tablettes, remarquant qu'il s'agit des restes d'une archive privée qui n'ont été préservés que parce que la maison a été détruite par un violent incendie qui a causé l'écroulement du toit et même cuit certains des fragments de tablettes. En outre, d'après Giorgio Buccellati, il semble que le désordre dans lequel ont été retrouvées les tablettes peut difficilement être dû seulement à l'effondrement du plafond et que, même avant le sinistre, elles devaient être éparpillées sur le sol. D'après les données stratigraphiques, on peut estimer que c'est pendant la période de Castigliasciu, vers 1700, que l'archive a cessé d'être active ou valide et qu'elle a été jetée dans la pièce où elles ont été retrouvées. Et la double enveloppe que vous voyez là, ce n'est pas moi qui l'ai ouverte, j'ai dû la reconstituer à partir d'une multitude de fragments épars dans tout l'espace. La maison de Puzurum était séparée par une petite rue d'un autre bloc dont le bâtiment principal était le temple de la déesse de la bonne santé, Ninkarak Gula. Le temple a été identifié grâce à la découverte d'une liste d'offrandes à la déesse, publiée dans les Terca Final Reports 2, et c'est dans ce secteur c'est de ce secteur plutôt que provenaient à l'évidence les premiers documents de Terca publiés par Thureau d'Angin, qui appartenaient à un certain Gwil Ninkarak, que nous connaissons maintenant par d'autres documents, et qui était manifestement le gestionnaire du temple, en même temps que le barbier en chef en fonction sous le règne de Castigliasciu. Lorsque nous avons repris la fouille de ce secteur par la suite, en 1996 et 1997, nous avons trouvé d'autres documents, quelques autres documents, une lettre et un contrat en particulier de l'époque de Yadurabou, dans deux autres maisons du même secteur. Voilà. En 1989, lors de la 12e campagne de fouilles à Terca, nous avons dans le chantier E, sur la falaise qui surplombe l'Euphrate, qui a été coupée par l'érosion naturelle, nous avons continué l'étude d'un grand bâtiment administratif reconstruit selon un plan à peu près identique pendant plusieurs siècles et dont la première construction doit dater probablement, mais nous n'avons pas pu descendre jusque-là, de l'époque des archives royales de Marie. Et c'est en nettoyant le bord de la falaise pour préparer les fouilles que nous avons découvert 2 jarres contenant 34 tablettes complètes et une quarantaine de fragments. Nous n'avons pu en comprendre le contexte de ces 2 jarres, le contexte archéologique, qu'après coup, en fouillant le bâtiment depuis le sommet de la falaise. Une des jarres était presque complètement détruite. Il ne contenait plus que quelques tablettes, ces fragments. Dans l'autre, mieux préservée, nous avons pu constater que les tablettes étaient rangées en fonction de leur taille, les plus grosses au centre et les plus petites tout autour, parfois en position verticale et calant les plus grosses. Certaines avaient malheureusement souffert des infiltrations d'eau et s'étaient en partie délitées, et les plus grosses s'étaient écrasées les unes sur les autres. Nous avons pu heureusement transporter l'ensemble de
du contenu de cette jarre sans le bousculer jusqu'à la maison de fouille, et nous avons passé ensuite des jours et même des semaines à consolider les tablettes peu à peu avant de les séparer les unes des autres. Certaines d'entre elles seraient tombées en poussière immédiatement si on avait essayé d'y toucher avant consolidation. Les tablettes lisibles étaient toutes des contrats. Seul un fragment était peut-être le reste d'une lettre. Les dates préservées vont du règne de Zimrilim de Hana, le fils de Yadi-Habou, vers la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à celui de Pagirou, sans doute autour des années 1500, soit un espace de temps de plus de 2 siècles. On peut estimer qu'il y avait probablement à l'origine, dans ces 2 jarres, quand elles étaient complètes, une centaine de tablettes de toute taille, et on peut évidemment se demander pourquoi ces documents avaient été soigneusement conservés sur une aussi longue période. Une douzaine étaient des contrats de donation royale, susceptibles peut-être d'être stockés dans un lieu public, même après leur obsolescence, mais d'autres, dont 7 contrats de vente immobilière et 3 contrats d'adoption, semblent bien avoir été de type privé. Alors, la découverte de quelques fragments de tablettes scolaires dans le même secteur, au même niveau que ces 2 jarres, en 95 et 97, permet de supposer, mais c'est une hypothèse, que ces tablettes auraient pu être utilisées pour l'instruction des scribes. 2 de ces contrats nous ont apporté une information inattendue concernant la fin de l'époque paléo-babylonienne. Datés des rois Amitsaduqa et Samsuditana, ils permettent de penser, comme je vous l'avais laissé entendre tout à l'heure, que l'influence babylonienne était restée forte dans la région jusqu'à la fin de la dynastie d'Hammurabi, à tel point que Terqa était repassé sous contrôle politique babylonien direct, au moins pendant une partie du règne de ces 2 souverains. Il s'agit de contrats entre personnes privées. Le premier, TQ12 T13, qui n'est pas encore publié, est daté de l'année d'Amitsaduqa 11A, enregistré dans le Real Lexicon sous le numéro 259, l'année où il a construit Dur-Amitsaduqa sur les rives de l'Euphrate. Il s'agit d'un contrat immobilier par Ush Abdou et ses frères, vendu par Arishagish. Le second, TQ12 T18, est daté de l'année de Samsu-Iluna 16, enregistré dans le Real Lexicon sous le numéro 275, sous sa forme courte, Urash Ngirtwara, pour le dieu Urash, le seigneur puissant. Il s'agit de l'achat par Sinadin Shumi d'une maison dans la localité d'Iddan, vendue par un certain Ibn Shamash. Alors, on notera que ces 2 documents se ressemblent beaucoup par leur taille, leur forme générale, leur mise en page, la disposition et la grande qualité de l'impression des sceaux. Et ils sont vraiment très, très semblables, avec une forme parallélépipédique très, très régulière. Mais ils montrent toutes les caractéristiques typiques des contrats de type Hana. Le formulaire, et y compris la pittoresque clause bien connue dans les contrats de Hana qui indique que l'on répandra de l'asphalte chaud sur la tête des contrevenants, de ceux qui ne respecteraient pas le contrat. Notez, entre parenthèses, que les sceaux ont été étudiés dans la thèse de Guido Gualandi, à qui on doit les dessins en haut à droite de la diapositive, et que ces données seront reprises dans la publication finale des tablettes. Pour conclure, en laissant de côté les fragments, on peut estimer la collection de documents épigraphiques paléo-babyloniens complets à Terqa à peu près 264 unités, se répartissant ainsi 26 textes d'époque chacanaco tardive, 150 de l'époque des archives royales de Marie, 88 d'époque paléo-babylonienne Hana I, ce qui fait un total de 264 textes paléo-babyloniens dont, disons, environ la moitié sont publiés.
Pour aller au-delà du paléo-babylonien, si on ajoute la trentaine de documents du début du médio-babylonien Rana II, découverts dans les arts du chantier E, on arrive à Terka à un total d'environ 300 documents, dont à peu près la moitié est publiée. Les autres ont fait l'objet de rapports plus ou moins détaillés en l'attente de leur édition finale. Je vous remercie de votre attention.